on aborde aujourd'hui ce qu'on appelle la réindustrialisation des villes. J'ai réussi à le dire, parfait. Et donc, en effet, de plus en plus de villes, on constate une tendance, pardon, des villes à anticiper, en tout cas favoriser le retour d'une production et de services industriels au cœur même des villes. Et donc, la conférence d'aujourd'hui, ça va nous permettre d'un peu mieux comprendre ce phénomène qu'on voit en France et ailleurs, et de pouvoir du coup explorer de nouvelles pistes de reconversion pour les friches cérésiennes. Voilà. Alors, pour en parler, on accueille un trio d'orateurs. Joël Privot, un urbaniste multicasquette, on pourrait le dire, avec une expérience de plus de 25 ans dans des projets d'aménagement du territoire et des projets urbains, et notamment dans des projets de reconversion de friches industrielles et de sols pollués. Donc ça tombe bien. Il est à la fois assistant et chercheur à l'ULiège, consultant, il est également formateur, cofondateur de la Brownfield Academy, etc., etc. Bref, c'est un vrai passionné. On accueille une autre passionnée, Valérie Depey, qui est passionnée d'urbanisme et du vivre en ville. Elle est directrice d'Erigès, qui est donc la régie, bonjour Valérie, qui est la régie communale autonome de Seraing et chargée de la mise en œuvre du master plan de Seraing d'un point de vue urbanistique. Et enfin, nous avons François Mosset, l'homme de terrain, entre guillemets, qui est responsable et co-créateur de Rétrimeuse, qui est aujourd'hui rebaptisée Filmeuse. C'est une société à finalité sociale qui propose différents services industriels et environnementaux, par exemple le recyclage de matière, bonjour François, le recyclage de matière, l'assainissement des infrastructures, l'aménagement des espaces verts, enfin plein de choses en lien avec les services industriels. Voilà donc notre trio de ce midi. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Joël pour qu'il nous fasse une petite remise en contexte de ce que c'est la réindustrialisation et qui nous donne quelques pistes sur le pourquoi et sur le comment réindustrialiser. Donc voilà, ici on me demande la difficile tâche de démarrer et de lancer un petit peu les choses. Donc le PowerPoint que je présente ici, c'est plutôt un PowerPoint qui n'est pas du tout issu d'une recherche scientifique ou académique, c'est plutôt un PowerPoint qui se veut convictionnel et qui est là pour faire l'état d'une étape de ma vie. Puisque ici, sur ce slide-ci, je vous montre juste un petit peu, comme Manon l'a dit, le parcours que j'ai fait depuis quelques années, que ce soit en bureau d'études, que ce soit au niveau de l'ASPAC ou de l'Université de Liège. Voilà, je pense que j'ai un karma qui est ciblé sur les friches et je travaille là-dessus depuis 2003, donc depuis plus de 17 ans. Je travaille sur les friches, que ce soit pour du privé, pour du public, pour de la réflexion. Et ça m'a permis de prendre un peu du recul, de trouver au moins 5 minutes pendant ces 17 ans pour me poser la question de ce que l'on fait. Pourquoi est-ce que pour moi c'est quelque chose d'important de pouvoir prendre du recul? Alors c'est simplement un peu d'histoire personnelle. C'est que j'ai la chance d'avoir un père qui pendant des années a travaillé au ministère des Travaux publics et qui pendant les années 70-80 qui me mieux a participé à tous ceux qui ont massacré nos villes et nos campagnes pour faire passer des routes, des boulevards et compagnie en plein milieu des milieux urbains. Et j'ai toujours grand plaisir à le vilipender sur les actes qu'ils ont faits. Et pourtant, ils en étaient très fiers à l'époque. Ils trouvaient que c'était la quintessence de la modernité. Et je me pose toujours cette question par rapport au travail que je fais moi-même actuellement en tant qu'urbaniste, c'est de me dire, tiens, est-ce que mes enfants ne me vilipendront pas comme je le fais avec mon père? Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de prendre toujours du recul par rapport au travail que je mène et notamment sur la réhabilitation des friches industrielles où c'est clair que depuis quelques années, enfin depuis déjà un long moment, on nous présente toujours le défi du recyclage du territoire sous l'angle très enjolivé des écoquartiers. Je me défie de trouver des conférences ou bien des bouquins qui n'abordent pas ça sous l'angle très chouette pour caricaturer, forcer un peu le trait, de bazarder le passé, le mettre derrière nous et de repartir vers des basses scènes. C'est un petit peu ce que montrent toutes ces affiches et j'en prends pour ma part puisque avec la Brownfield Academy, nous avons fait aussi un colloque où on passait de la friche à l'écoquartier. C'est très tendance, c'est un sillon qui est fortement ancré pour le moment pour diverses raisons. C'est qu'effectivement, le passé, pour toute une série de raisons, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient historiques, ont pu nous
nous impacter a pu nous impacter de manière importante. Je pense par exemple aux catastrophes du bois du casier, je pense à toute une série d'éléments liés à la pollution, aux dégradations environnementales, qui font qu'on peut avoir cette volonté de pouvoir tourner la page et de partir vers quelque chose de beaucoup plus florissant. C'est ce que l'on voit ici, notamment sur le Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, où on nous vend cette image de dire on va supprimer toute une industrie fort florissante il y a encore quelques décennies par toute une série de nouveaux quartiers. Et donc, cette vision, je pense, très enjolivée du territoire me pose question. C'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a tendance à être biaisé dans notre approche cognitive suffisamment large de l'aménagement du territoire. Et la question, c'est pourquoi, justement, est-ce qu'on arrive à biaiser notre approche? Ça va être un peu le sujet de la réflexion. Alors simplement, pour juste continuer à contextualiser les choses, c'est qu'on a un gisement, un gisement énorme de sites à réaménager. Donc la carte que vous voyez ici, elle est issue de World Map. On voit à la fois en rouge les sites à réaménager de droit, et puis on voit les sites à réaménager qui représentent les qualités d'être réaménagés au regard du code été et de la définition de site à réaménager. Il y en a 659. On a fait le travail l'année passée avec nos étudiants à l'Université de Liège, juste sur la région liégeoise, donc Liège, Serein et ainsi de suite, sans pour autant prendre, juste dans les bases de données qui sont limitées à 2015, on n'a pas encore toute une série de nouvelles bases de données qui permettraient de faire entrer cela. C'est un gisement magnifique. Mais ce gisement magnifique est interpellant. C'est la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on passe tout sur de l'écoquartier, comme certains tendraient à le dire? Le recyclage du territoire est quand même fortement influencé là-dessus. Quand on voit la production de littérature, elle est fortement orientée sur l'urbanisation de ces territoires en friche. Mais à contrario, tout ce qui concerne les aspects économiques, réindustrialisation ou même les aspects renaturation, travail là-dessus, sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus ténus. Ce qui peut poser de questions, est-ce qu'on n'est pas confronté à un miroir grossissant ou un effet de loupe qui biaiserait notre approche et notre compréhension du système? Et donc, cette approche-là, c'est celle que je développe depuis des années, donc déjà bien avant le Covid. Je veux dire, la notion de résilience et de vulnérabilité me tiennent à cœur déjà depuis mes études d'architecture, et ça remonte aux années 2000. C'est de se dire, est-ce que les territoires ou est-ce que les constructions que l'on fait sont-elles suffisantes que pour nous garantir la pérennité de notre société? Et ici, simplement, le coup de projecteur qui a eu lieu à cause de la crise sanitaire qui a démarré au mois de mars l'année passée, au février l'année passée chez nous en Belgique, nous a simplement bousculé dans une série de nos certitudes et nous a permis, je trouve, de manière très positive, de nous recadrer, de nous décentrer aussi pour se poser la question, mais finalement, c'est quoi la vulnérabilité de nos territoires? On a pu voir effectivement des aspects peut-être pas très jolis de la nature humaine, avec des préférences nationales par rapport à de l'intérêt général, ou effectivement des pays qui produisaient des masques ont d'abord préféré servir leur population, ce qui peut être logique et on peut l'entendre, plutôt que d'assurer les contrats qu'ils avaient avec d'autres. On a vu des pays qui venaient démarcher les avions sur les tarmacs et siphonner les caisses de masques qui avaient été pourtant commandées par d'autres. Donc, toute cette question-là, elles doivent nous tarauder. C'est finalement se dire, c'est quoi la vulnérabilité de notre territoire? On a vu le Covid, ce qu'il a pu faire comme dégâts. On n'a pas encore vu les autres vagues, ce que montre très bien cette caricature-ci, les vagues qui vont s'en suivre que sur la récession, mais surtout, celle qui pour moi me tracasse le plus à l'avenir, c'est notamment l'impact des changements climatiques sur nos territoires. Donc, cette notion de vulnérabilité de nos territoires et de résilience doit être, elle est chez moi, à Canva, une grille d'analyse, notamment de ces fameux réservoirs de terrains industriels ou de friches que l'on a pu avoir. C'est se dire qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut arriver à gérer cela. Et donc, à des angles de la vulnérabilité, c'est savoir si, basiquement, un territoire peut garantir la survie de nos sociétés. Est-ce qu'au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau santé, emploi et développement,
quelle va être la stabilité et quelle va être la force de notre territoire pour être capable d'assumer des chocs qui vont venir. Et alors, bon, on découvre un peu la roue maintenant et on découvre un peu l'eau chaude, mais ça fait quand même 40 ans ou 50 ans qu'on nous avertit d'un certain nombre de chocs systémiques qui risquent de nous arriver. Les ampleurs peuvent varier, mais en tout cas, ce n'est pas neuf. Et cette notion-là semble pas toujours suffisamment développée pour multiples raisons, parce que notamment c'est très compliqué de rentrer dans les systémiques des risques de choc que l'on peut avoir, puisque tout est interrelié. Mais il n'empêche qu'on doit se poser la question, comment est-ce que nos territoires vont pouvoir assurer cette mission sociétale de nous protéger? Quelles sont nos autonomies et quelles sont surtout nos évolutions futures? Vers où est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on va dériver les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, les 30 prochaines années à venir. Tout ceci pour poser la question de savoir vraiment où est-ce qu'on peut réorienter nos territoires. Et donc, quelques facteurs de risque à considérer, le changement climatique, j'en ai parlé, l'aspect de l'appropriation des ressources énergétiques ou de la disposition des ressources énergétiques, ça c'est important. Les éléments géopolitiques, on l'a bien vu, qu'on n'était pas si neutre que ça, puisque beaucoup de nos entreprises sont parties à l'extérieur, où les centres de décision de nos entreprises ne sont plus localisés en Belgique, mais dépendent de centres de décision dans d'autres pays, sur d'autres continents. Donc, effectivement, à un moment donné, on peut être pas aussi libre et aussi autonome et indépendant que ce qu'on imaginait. Et des facteurs de risque sanitaire, je pense qu'on les a vécus, je ne vais pas revenir là-dessus. Les changements climatiques vont instaurer des risques naturels et humains. Les ressources énergétiques, ben, effectivement, qu'est-ce qu'on aura à disposition? Quels vont être les usages des énergies à l'avenir? Si on supprimait d'emblée toute énergie, ça posera un gros souci. Pensez le matin, quand vous vous êtes levé pour le jeu fût que vous habillez et prendre votre café, imaginez le nombre d'esclaves énergétiques qui sont là derrière. Depuis la confection de votre réveil qui vous a réveillé, depuis le lit sur lequel vous avez passé la nuit, les draps, le matelas, les habits que vous allez enfiler, le café que vous allez faire, la tasse dans laquelle vous allez boire votre café, tout cela a été construit par une quantité de machines. Imaginez demain une disette énergétique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça devient? Et comment est-ce qu'à un moment donné, on peut se reposer les questions de la disposition, de l'usage des énergies qu'on va pouvoir avoir. Et au niveau géopolitique, je vous disais, les problématiques d'indépendance, de soumission et de contrainte. Est-ce que notre pays est totalement libre ou est-ce qu'il est contraint? Est-ce qu'on est obligé de fermer les yeux sur ce qui se passe dans tel et tel pays contraire aux droits de l'homme parce que simplement on a un lien vital avec les ressources qui peuvent nous octroyer? Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Et au niveau sanitaire, les atteintes à la santé, j'en ai parlé. Donc, quand je regarde une vue aérienne comme ceci, c'est celle de Seurin, j'ai pris à dessin, et je te remercie d'ailleurs, Valérie, de me l'avoir passé en son temps. Ça nous montre véritablement l'histoire de Seurin, ça nous montre l'histoire énergétique qui est là derrière. Il faut savoir que si la Belgique était la deuxième puissance européenne il y a 2 siècles d'ici, c'était notamment grâce à la quantité de charbon dont elle disposait. C'est aussi grâce à la présence d'ingénieurs, grâce à la présence d'autres ressources. Mais sans le charbon, sans cette énergie de base, on n'aurait pas pu effectivement faire fonctionner autant de machines. Ces machineries-là n'auraient pas pu permettre de libérer une grosse partie de la population qui était quand même fortement orientée dans le monde de la paysannerie et de l'agriculture, puisqu'il fallait pouvoir nourrir la population. Ces machines-là ont permis de libérer du temps, ont permis aussi d'amener les gens, de faire quitter les gens la campagne pour aller vers les villes. Donc, cette histoire de l'énergie a drainé quantité de population vers les villes. Et au fur et à mesure du temps qui a passé, on a vu qu'effectivement, les gens ont eu beaucoup plus de temps libre par rapport il y a 2 siècles quand on a eu la paysannerie. Ça a permis de renforcer toute une série de villes et on n'a qu'à simplement prendre un exemple assez flagrant au-delà des aspects démographiques. Regardez l'université de Liège, place du 20 août, ce bâtiment lui suffisait au début. Regardez maintenant, on est fortement contraint. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant d'étudiants qui peuvent avoir le temps de venir étudier? Simplement, c'est peut-être parce qu'on n'est plus derrière une charrue en train de labourer le sol grâce à toute une série de machineries qui ont remplacé nos activités. Je force le trait, je caricature très fortement, simplement pour faire atterrir mon propos et pour cibler assez vite, ça demanderait plus d'explications.
communication. Mais n'empêche que cette énergie foisonnante et bon marché que l'on a eue avec le charbon a évolué au cours du temps et a évolué vers le pétrole qui a permis aussi l'hégémonie d'autres pays, notamment les États-Unis. Et aujourd'hui, l'hégémonie, elle se déplace un peu ailleurs, notamment via les pays qui disposent de terres rares qui vont être utilisées dans toute une série de technologies, depuis votre smartphone, les panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Par exemple. Mais donc, tous ces éléments énergétiques et industriels ont conduit une profonde mutation de notre monde. Et je vous parlais du smartphone, simplement, voici le parcours que va faire votre smartphone pour pouvoir arriver jusque chez vous, le parcours des pièces. Ce qui signifie qu'à un moment donné, on est fortement dépendant à la fois de toutes les routes que vont emprunter nos marchandises, mais aussi des pays producteurs. Et quand je reparlais de la vulnérabilité, ça pose question. C'est-à-dire que, et d'une part, les centres de décision ne sont plus chez nous pour toute une série de produits de base qui peuvent être importants pour nous. Je ne parle même pas ici d'emploi, je parle de produits de base. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir quand même analyser l'avenir de ces dépendances. Ça peut être des contextes géostratégiques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi des conditions climatiques qui vont changer et qui vont impacter nos pays fournisseurs. À partir du moment où on a externalisé toute une série de productions qui avaient lieu localement, et c'est la raison pour laquelle, quand je reviens un petit peu en arrière, on voit quantité de vide, c'est notamment parce qu'une quantité d'entreprises ont été externalisées vers d'autres pays, à bas coût, des pays moins regardants pour des normes environnementales ou bien pour les droits de l'homme, et que les prix du transport n'étant pas si excessifs, ça a permis d'allonger nos chaînes logistiques et nos chaînes de production à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, il faut être capable de re-questionner toutes ces chaînes de production, toutes ces externalisations pour se dire, mais finalement, comment est-ce que nous, on va se comporter dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir au vu de toute une série d'évolutions dont je viens de parler. Alors tous ces éléments de transport, tous ces éléments d'externalisation ont eu effectivement toute une série d'impacts. Et ça, j'arrive au niveau climatique, que ce soit en termes de production de gaz à effet de serre, mais aussi tout cela était possible grâce à la consommation et à une surconsommation d'un certain nombre de réserves. Sachant que nos réserves, elles sont comptées, hein, la Terre n'est pas extensible à l'infini, va se poser les questions de que va-t-il arriver quand effectivement on va commencer à manquer de pétrole, à manquer de gaz naturel et ainsi de suite, ou simplement quand on aura la volonté de réduire la production de gaz à effet de serre, il n'y aura pas 36 000 solutions à faire, c'est réduire les sources de production de ce genre de gaz. Ça pose question, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des choix de société qui vont venir se mettre derrière et simplement pour le petit clin d'œil, regardez la part au niveau mondial, je ne sais pas si on voit ma flèche, mais de pétrole ou de gaz naturel ou de charbon. Ça, c'était les statistiques 2016. Regardez la part de solaire et d'éolien. On est sur du marginal par rapport à la quantité consommée. Donc, ça pose une question, c'est qu'à un moment donné, si on veut effectivement couper et réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que les solutions qui sont aujourd'hui au niveau du renouvelable, à prendre de guillemets, est-ce que ça va être suffisant pour nous? Est-ce que nos territoires vont permettre d'accuser un certain nombre de chocs par rapport à ces éléments-là? Autre élément aussi à prendre en considération, c'est la durée de vie du CO2 dans l'air. Grosso modo, on s'aperçoit qu'il faut plus d'un siècle pour que ça commence à réduire. Et donc, les effets que l'on subit aujourd'hui, ce sont ceux de nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, au temps de la vie industrielle que l'on avait. Donc, même si on réduit fortement nos émissions de gaz à effet de serre, on va encore s'en manger pendant quelques dizaines, voire centaines d'années d'effets climatiques. Donc, on a vraiment cette dérive des effets climatiques qu'il faut pouvoir prendre en compte, qu'il faut pouvoir mitiger dans nos prises de réflexion, que ce soit au niveau des changements de précipitations ou que ce soit au niveau d'augmentation des températures en moyenne, enfin, au niveau de la Terre, pardon. Avec effectivement une série de pays qui vont souffrir. Et ce qui est impactant pour nous, c'est qu'une partie des pays qui nous fournissent vont fortement souffrir, que ce soit au niveau de la Chine, que ce soit au niveau de l'Inde, que ce soit au niveau de l'Afrique, même au niveau de l'Amérique du Sud. Donc ça pose clairement la question de la vulnérabilité de nos territoires, mais qui se fait à plusieurs milliers de kilomètres. Que va-t-il advenir de ces entreprises qui produisent à ces endroits-là? Est-ce qu'elles vont toujours produire de la même manière? Est-ce qu'on va toujours pouvoir assurer
de nous fournir les pièces ou les matériaux dont on a besoin pour nous, notre propre société, ici, localement, en Wallonie. Donc voilà un peu le sens de mes réflexions que j'ai pour le moment, en sachant que si à un moment donné, on continue, enfin, je prends ici les scénarios du GIEC, soit on a deux grosses solutions qui se posent vers nous. Donc si on veut réduire la production de gaz à effet de serre, ben, il n'y a pas de secret. Soit on doit drastiquement commencer à réduire nos productions énergétiques et les repenser avec des créations de décroissance brusque et des changements sociétaux assez importants. Je vous rappelle un peu ce qui s'est passé en France quand on a commencé il y a 2 ans à chipoter sur ces aspects-là, vouloir réduire ou intervenir sur ne fût-ce que le diesel. Et si on ne fait rien, eh ben, simplement, c'est une amplification de phénomènes naturels qui va nous arriver. Donc, les deux tableaux ne sont pas super sympas. Mais entre les deux, la question se posait, ben, tiens, quel genre d'adaptation structurelle forte on va pouvoir imaginer et quelle va être la vulnérabilité de nos territoires et quelles vont être les possibilités d'innovation. Tout ceci pour arriver petit à petit à la question ne serait-il pas temps de changer de paradigme. C'est clair que depuis les années 60, on reste dans un paradigme, en tout cas chez nous, de financiarisation de l'économie, d'externalisation de nos zones de production et quelque part, on est plutôt dans une sorte de fatalisme, et je force le trait à nouveau ici, de fatalisme industriel. Enfin, on subit des visions qui ne dépendent pas de nous et que c'est presque devenu un impensé à la fois politique et sociétal de se dire on va réindustrialiser. Alors que quelque part, on nous vend les images de la désindustrialisation, de la recréation de super écoquartiers très, très, très enjolivés. Donc, il y a cette réflexion à avoir, c'est de se dire, tiens, tout compte fait, est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser les choses? Si des idéologies politiques, à un moment donné, ont permis d'aller dans une direction X, est-ce que d'autres idéologies ne permettraient pas d'aller dans d'autres directions? Aujourd'hui, ça reste très ténu. Et la difficulté que l'on a quand on fait l'aménagement du territoire, c'est évidemment, en tant qu'urbaniste, en tant qu'aménageur, on va se baser sur quoi pour décider de telle ou telle stratégie? Ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre rôle. On sent qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas dans quelle direction partir. Alors, ces visions-là que je développe ici, elles ne sont pas tirées de ma tête tout seul. Elles sont notamment nourries par des réflexions qui se font en France, donc déjà bien avant l'histoire du Covid, sous Édouard Philippe, sur le Premier ministre Édouard Philippe, Emmanuel Macron avait impulsé cette notion de territoire d'industrie, qui est une notion très intéressante puisqu'elle croise à la fois la notion de territoire et en même temps la notion d'industrie, avec des éléments sous-jacents qui sont là en termes de réflexion. C'est de se dire notamment, ça ne sert à rien de vouloir aller marcher dans la cour des grands, ça ne sert à rien de vouloir travailler sur des processus de massification de produits faits à bas coût dans d'autres pays, mais plutôt regardons les spécificités de nos territoires et voyons comment on peut adapter nos industries à nos territoires et produire des produits spécifiques, donc grosso modo qui ne seront pas en concurrence avec d'autres secteurs. Donc voilà, c'est un projet de 148 territoires d'industrie. Je vous invite à aller voir ça sur Internet où ils expliquent effectivement comment depuis 2 ans, il y a toute cette grande réflexion. Alors, ce n'est pas juste une réflexion d'intellectuels qui s'amusent, c'est aussi une réflexion qui est accompagnée de milliards d'euros. Donc, la France se donne des moyens. Ils ont leur banque de territoire qui permet justement de travailler sur la relocalisation de filières, de travailler sur de l'analyse de viabilité de projets industriels de relocalisation et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment à la fois un bras intellectuel pour changer de paradigme, puisque la France, tout comme nous, a beaucoup externalisé. Et il y a cette vision de dire, tiens, est-ce qu'on relocalise? Est-ce qu'on réindustrialise? Quelles sont ces filières que l'on crée à nouveau? Et surtout, comment on les finance? Et là, il y a des milliards d'euros qui sont mis à disposition. Toujours dans cette vision de réindustrialisation, vous avez la French Lab qui est mise en place où effectivement, c'est tous des clusters d'entrepreneurs qui se mettent ensemble justement pour retravailler sur l'industrie française et la relancer. C'est clair qu'il y a encore 10 ans, on rigolait de gens qui voulaient faire cela. Je me souviens des colibets que Arnaud Montebourg se ramassait en France quand il développait ou quand il prônait l'industrie française. Alors, peut-être que pour des raisons politiques, on peut en discuter de cette vision-là, mais quelque part, l'idée a fait son chemin et qu'on s'est aperçu, tout compte fait, on peut très bien
bien avoir des entreprises qui à la fois répondent à des enjeux climatiques, de réduction de production de gaz à effet de serre et en même temps permettent de réindustrialiser. Un bête exemple ici, enfin bête façon de parler, où vous avez maintenant des productions de ciment qui sont décarbonées. Enfin, c'est ce que dit la publicité, mais c'est 5 fois moins de CO2 que du ciment classique. Donc, comme quoi, quand on fait travailler un certain nombre de chercheurs et d'industriels, il y a moyen de trouver des solutions claires, simples et qui peuvent avoir des impacts très positifs. Je continue aussi, où en France, vous allez trouver la fabrique de l'industrie, où effectivement, vous avez toute une série de réflexions et de productions sur la réindustrialisation. Est-ce qu'on parle de relocalisation? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler de réindustrialisation? Donc là, vous avez toute une série de documentation à foison. Et ce qui est intéressant, et pour moi, la France reste un exemple très intéressant pour plusieurs raisons, à la fois pour la proximité linguistique, pour que tout un chacun puisse avoir accès aux documents, mais surtout qu'ils ont vécu plus ou moins, grosso modo, les mêmes mouvements de désindustrialisation, d'externalisation ces dernières décennies, et qui sont en train de repartir dans un autre mouvement de pendule qui mérite un véritable intérêt. Alors, autre chose qui est aussi intéressant, je vous invite à regarder, c'est le projet Super France qui a été mis en place par Günther Pauli. Pour ceux qui utilisent les savons Ecover, Günther Pauli est le fondateur de la marque Ecover. C'est un grand spécialiste de l'industrie, de l'économie circulaire. Et ils ont décidé depuis le mois de juin, suite au Covid, de faire une pérégrination au sein de la France et de s'arrêter dans toute une série de métropoles, de rencontrer toutes les entreprises qui veulent bien se joindre à leur réflexion et de voir comment ensemble ils arrivent à construire de nouvelles stratégies industrielles, de nouvelles chaînes industrielles basées sur la circularité. C'est super intéressant. Donc, vous avez à chaque fois des vidéos sur YouTube. Je vous invite à aller voir ça. Chaque fois, tout est filmé, tout est annoté, tout est repris pour avoir cette traçabilité. Et à nouveau, ils sont dans ce créneau qui a été développé au niveau français de travailler sur les spécificités locales, sur les bassins locaux d'industrie liés au territoire. Ils valorisent les ressources locales et à la fois disponibles et en même temps on regarde des industries qui sont présentes. Et maintenant, ça commence à émerger en Belgique avec Super Belgium où vous avez déjà eu 3 conférences très récentes, que ce soit à Mons, Courtrai et Bruxelles sur cet aspect-là. Vraiment, ça fait des émules. On sent que le Covid a été de manière positive, c'est un élément positif, un accélérateur de prise de réflexion d'un grand nombre de personnes puisqu'on a vu qu'on s'était retrouvé démunis sur toute une série d'éléments. Et je conclurai Oui, là-dessus. Oui, je t'interromps. Ici, normalement, le temps est déjà écoulé, mais je pense que si je te laisse 5 minutes, ça irait? 2 minutes. Deux Oui, minutes, ça va le faire. 2 minutes. Juste la troisième révolution industrielle, où nous avons les Luxembourgeois qui ont mis en place tout ce grand projet de révolution industrielle. Donc là, ils l'appliquent réellement à leur petit pays, mais ils l'appliquent, ils s'en donnent les moyens. Ils ont défini véritablement la stratégie industrielle, les nouveaux créneaux industriels sur lesquels ils vont se mettre pour rencontrer toutes les problématiques climatiques dont je vous ai parlé et tous les changements de paradigme industriel vers lesquels ils sont. Je conclurai là-dessus. Pour l'avenir, pour nous, ben justement, comment est-ce qu'on fait par rapport à ce gisement que l'on a là? Juste quelques petites réflexions. C'est que pour moi, on a la pléthore de friches. Et ben en fait, c'est l'abondance de friches. Pour moi, c'est un malheur pour nous. C'est que face à un gisement gigantesque, ben, on n'a pas toujours un réflexe de parcimonie. Et donc, effectivement, on a été habitué à parler du gaspillage des terres agricoles, mais parfois, j'ai ressenti qu'on a basculé vers un gaspillage de friches en se disant, ben, voilà, il y en a tellement, c'est pas grave, on se débrouillera bien. Mais la question à se poser, c'est est-on sûr que dans les actes que l'on fait, on n'est pas en train de sacrifier le beau morceau? Et le problème, c'est qu'on ne sait pas dire si on sacrifie de beaux morceaux, puisqu'on n'a pas non plus des notions suffisamment précises de quelles seraient des réindustrialisations possibles et quels besoins elles auraient en termes de territoire. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter tous les masterports du monde, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter les écoquartiers, qu'il fallait arrêter l'urbanisation. Simplement, ce que je pointe, c'est qu'il y a vraiment une urgence d'avoir des stratégies claires de réindustrialisation pour répondre aux besoins futurs. C'est ça qui nous manque. On a les redéveloppeurs d'urbanisation qui sont prêts, qui ont envie d'avancer, mais il manque quelqu'un dans la pièce. Et ce quelqu'un dans la pièce devrait permettre de réfléchir justement à toute l'analyse de nos vulnérabilités. De quoi est-ce qu'on dépend, ce que je disais tout à l'heure, de qui est-ce qu'on dépend, quelle est notre autonomie, quelles sont les perspectives d'évolution, quelles sont nos vulnérabilités territoriales. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement de vision claire là-dessus. Je vous ai dit, c'était très compliqué d'en avoir, mais il n'y a pas encore vraiment de mouvement suffisamment probant qui analyse cela pour nous donner des perspectives. Juste
un simple clin d'œil des vulnérabilités territoriales. Simplement, c'est l'augmentation des précipitations dues au changement climatique, mais ça va avoir aussi un impact sur Liège. Et ça, c'était des cartes issues du travail de Jacques Tanner et de Benjamin de Waals à la faculté de sciences appliquées, notamment, qui montraient que dans les décennies à venir, on allait avoir des épisodes, on risquait d'avoir des épisodes d'inondations relativement manifestes dans la vallée, dans la vallée Mosane, dont Serein et ainsi de suite. Donc ça, voilà, des véritables vulnérabilités, mais comment est-ce que nos territoires vont pouvoir réagir par rapport à ça? Et comment est-ce que nos industries vont pouvoir penser, réfléchir, adapter, travailler à ce travail d'adaptation et de protection? Donc, l'analyse de nos ressources, vers où est-ce qu'on va, quelles sont les disponibilités et surtout quelles sont les nouvelles combinaisons. Et je pense que si je vais terminer là-dessus, quand je regarde notre gouvernement, et à nouveau, le but n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, où est le ministre de l'Industrie? Je pense que si on veut franchement repenser la réindustrialisation, à un moment donné, on a bien besoin d'avoir un capitaine attitré dans le cockpit. Et j'en conclurai là-dessus, c'est que pour le moment, on n'en a pas. On a des organismes, effectivement, on a des intercommunales qui réfléchissent à ça. Et mon propos n'est pas de dire que personne ne réfléchit et que moi seul, j'ai réfléchi tout seul dans mon coin. Ce n'est absolument pas le propos. Le propos, c'est de se dire, c'est si on veut partir sur des réflexions de réindustrialisation, effectivement, il faut marquer le coup. Et marquer le coup, c'est notamment en déléguant un politique, un ministre ou autre à ce genre de grande réflexion. Voilà pour poser le cadre. Désolé d'avoir dépassé un petit peu du terme. Merci pour votre attention. Il y avait beaucoup de choses à dire, hein. C'était pas facile de condenser tout ça. Oui. Du coup, je vais laisser la tribune à Valérie pour enchaîner avec le potentiel peut-être de Serein et de voir les enjeux d'une réindustrialisation à Serein en expliquant peut-être des projets qui seraient déjà en cours. Merci Joël en tout cas pour cet exposé très complet. Je te laisse la parole Valérie. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Je n'en vois que quelques-uns par écran. J'aime bien réagir au non-verbal des participants. Ici, je dois un peu mordre sur ma chic. Sans transition, un petit coup d'arc-en-ciel, puisque on parlait d'aléas climatiques, une petite vue de Serein. Mon intervention ici, elle visera surtout, si vous le voulez bien, à peut-être compléter l'image que vous pourriez avoir du territoire sérésien et par là donc des friches de notre territoire. Et concernant ces friches, peut-être de les regarder avec des lunettes complètement inversées et d'y voir de véritables opportunités. D'où l'intitulé Brownfield is the New Green. On va avancer là-dedans. Alors d'abord, je vous présente un peu Serein. On a vu une photo aérienne tout à l'heure et on a souvent l'impression que Serein est une industrie qui est accessoirement habitée et puis ça se résume à une vallée industrielle qui contient des friches, on les voit ici renseignées, les deux hauts fourneaux et la coquerie. Mais Serein, c'est aussi une ville habitée par 65 000 habitants qui comporte sur son territoire effectivement des zones économiques, mais aussi des zones urbanisées et enfin des zones boisées, des zones vertes. Donc, pour rompre peut-être un peu avec l'image que vous pourriez avoir du territoire sérésien, voilà donc le fameux tiers, un tiers de bois, un tiers d'activité économique et un tiers de vie urbaine. On est ici dans des bois classés Natura 2000, on est au centre sur le parc scientifique, le Liège Science Park est en grande partie déployé sur le territoire sérésien. Et c'est une ville pleine de ressorts culturels, sociaux, où il fait, je témoigne, particulièrement agréable de vivre. Bon, alors Serein, ok, c'est ça aussi. C'est une promiscuité d'habitat et d'industrie. La ville, il y a 250 ans, était anecdotique et c'est l'industrie qui a fait la ville. Donc, on n'est pas du tout dans des structures habituelles de cœur moyenâgeux et puis qui se déploient. À Serein, le cœur existentiel premier, c'est l'industrie qui, au fil du temps, a figuré ou défiguré le territoire à mesure de ses besoins. Et la ville urbaine s'est adaptée. Un tissu d'habitat, des fonctions de formation dédicacées au secteur, des commodités de déplacement qui étaient dictées et qui le sont toujours un peu, puisqu'on hérite de ça, par la présence massive de l'industrie sur notre territoire.
Donc, les friches industrielles cérésiennes, on ne les cache pas derrière 2 arbres. Quand on parle de hauts fourneaux ou de coqueries, ou ici en contrebas des ateliers centraux, on est face à des grosses emprises industrielles. Et vous allez voir par la suite que finalement, ces emprises sont de formidables opportunités. Alors, au vu du contexte que j'ai expliqué, et sans repartir complètement à fond dans l'histoire, vite fait, comme disent les jeunes maintenant, Arcelor annonce la fermeture d'outils sidérurgiques sur son territoire au début des années 2000, alors que la ville de Seraing était dans un diagnostic de son territoire et de préparation de prospective. On savait déjà bien que le phénomène de désindustrialisation sidérurgique de notre territoire était entamé, et donc on préparait gentiment la reconversion. À l'annonce de la fermeture, grand coup d'accélérateur, et la ville mandatant un consortium d'intervenants, qu'ils soient urbanistes, environnementalistes, puisque c'est un aléa des friches industrielles, c'est qu'elles sont parfois polluées, donc des environnementalistes, mais aussi des économistes. Donc l'idée que la reconversion doit aussi profiter économiquement au territoire était inclus dans cette réflexion générale. Et enfin, c'était innovant à l'époque, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, on ne se félicitera jamais assez d'avoir travaillé de la sorte. Le master plan a été co-construit avec des habitants, des usagers du territoire. C'était il y a 15 ans maintenant. Mais aujourd'hui encore, on peut profiter de ce regard intelligent des usagers, des habitants sur leur territoire. Ils le pratiquent, ils en connaissent l'histoire, ils en connaissent aussi les besoins. Et donc, ce n'est pas la seule composante qui a alimenté la réflexion du master plan, mais c'est une riche composante dont il ne faut absolument pas se priver, en ce compris après coup sur la réaffectation effective des friches. Alors, le master plan, il a été adopté en 2006, une stratégie à une trentaine d'années qui vise à requalifier les espaces industriels fermés, donc les 2 hauts fourneaux, la coquerie, mais plus largement un périmètre urbain et économique qui est lié à ces activités sidérurgiques. C'est un plan à 30 ans qui n'a pas de valeur légale, c'est très bien, donc il a une capacité de souplesse, il a une capacité à capter des opportunités. Je crois que c'est aussi un mot-clé de la reconversion des friches, c'est d'être potentiellement aussi opportuniste. Et c'est un plan qui guide la ville dans ses négociations, dans ses décisions, dans l'affectation de fonds publics, pour qu'in fine, et c'est déjà amorcé, je vais y venir, les emplois soient consolidés, augmentés sur le territoire, que la population vive mieux le périmètre anciennement sidérurgique, donc que la qualité de vie profite aux habitants présents et à venir, aux entreprises présentes et à venir. Après, forcément, le monde ne s'est pas fait en un jour, donc la vallée cérésienne ne se réformera pas non plus en un jour, et c'est très bien ainsi. Il faut laisser parfois le temps au temps dans la requalification. On voit ici une petite carte, je ne vais pas rentrer dans les projets, mais peut-être pour signifier que ce qui est vert est accompli, ou en tout cas en bonne main. Une première reconversion de friche, on l'oublie, mais c'est le parc scientifique. Le Bois Saint-Jean est une ancienne friche industrielle qui a été assainie par SPAC d'ailleurs, et puis qui maintenant accueille, à l'initiative de l'ASPI de l'Université de Liège et du territoire cérésien, des entreprises en recherche et développement. Donc le vert, c'est ce qui est soit largement amorcé, soit accompli. On voit qu'en rouge, on a des sangliers sur le feu, donc publiquement, on travaille effectivement à la prolongation du boulevard urbain, à la réaffectation de la zone de Trazenster. Mais on voit aussi assez clairement que finalement, l'élément déclencheur de toute la démarche de requalification entamée par Seraing, ce sont les sites sidérurgiques, et eux, ils sont encore au stade du pré-développement. Donc le haut fourneau 6, la coquerie et le haut fourneau B. Donc c'est très bien que le HUP nous invite maintenant à pouvoir parler de ces friches et qu'on puisse croiser ça avec les éléments apportés par Joël, parce qu'effectivement, maintenant seulement, 15 ans plus tard, l'avenir des friches est clairement déposé sur la table. On y reviendra aussi dans une vision qu'on espère aussi supra-communale, voire régionale que possible. Alors, de nouveau, vite fait, quelques photos, mais ça me paraît important de montrer que l'état actuel n'est qu'un état terriblement ponctuel dans l'histoire générale du territoire et même dans l'histoire économique de ce territoire.
une petite gravure datant de 1900 qui montre, et on va prendre quelques petits points de repère, comme ça on suit l'évolution, qui montre déjà la présence du château Coqueril. Vous voyez ma petite flèche? Voilà. Et une église à côté, et on voit un contexte urbain et un contexte industriel particulièrement polluant. Toutes ces cheminées fument allègrement, qui s'accentue encore dans les années 50 en plein boom industriel, où on voit que l'industrie a avancé encore un peu plus dans la ville. On repère toujours notre château, donc l'angle a un tout petit peu tourné, et l'église qui est ici, et puis un contexte urbain en promiscuité immédiate. Début des années 2000, on est en annonce d'inactivité, donc tous ces halls industriels en entrée de ville sont désaffectés. Et on voit très clairement qu'on est dans une tension un peu difficile de ces friches en milieu urbain et des zones d'habitat qui, à l'époque, on pourrait descendre avec notre petit hélico dans la rue Coqueril, habitat qui est particulièrement dégradé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà quelques éléments d'intervention du public quant à l'amélioration de la qualité de vie, je l'évoquais en introduction, pour les habitants, pour les usagers du territoire. On parle de mobilité, on parle d'espaces verts, on parle de bâtiments publics qui centralisent des services à la population, on parle d'assainissement, de halls industriels, mais aussi, c'est important, j'y reviendrai, de préservation patrimoniale industrielle. Le propos aujourd'hui n'est pas de vous raconter tous les projets menés par Serein. Ici, c'est une manière de voir comment le territoire a évolué et comment, à la suite, il pourra encore évoluer. Si je vous ai montré aussi toutes ces photos, c'est pour qu'on prenne bien conscience que la friche ou l'État n'est pas une fatalité. L'industriel avait déjà reconverti et re-reconverti des sites, sans passer par la case assainissement, malheureusement. Et donc, les évolutions sont parfaitement possibles quant à ces friches en milieu urbain. Alors, quelles sont-elles plus précisément, puisque c'est aussi pour ça qu'on me demande de prendre la parole aujourd'hui. Le Haut-Fourneau 6 est en milieu urbain dense et compte plus de 25 hectares, donc ce n'est pas anodin évidemment en milieu urbain. La Coqueril 40 et le Haut-Fourneau B qui lui est toujours sur pied en face du standard pour donner quelques petits points de repère et sans faire de pub, qui lui contient 35 hectares. Alors les voilà ces sites, et quand j'évoquais quelque part les opportunités qu'ils permettent de déployer, si on s'arrête un instant sur cette image, on voit à quel point ils sont insérés dans un tissu urbain. L'objet de l'intervention du hub aujourd'hui est de parler des friches en milieu urbain, et j'aime bien qu'on se focalise sur cet aspect urbain parce que c'est sans doute différent de traiter une friche en milieu urbain. Peut-être que c'est même plus facile de traiter une friche en milieu urbain du fait de multiples avantages générés par l'exploitation effective des sites. Donc finalement, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité que de profiter des cadeaux de cette aire industrielle sur le territoire, ici en l'occurrence cérésien, mais c'est valable notamment dans toute la vallée Moselle. Alors ces sites, ils présentent l'avantage d'être terriblement bien connectés, que ce soit d'un point de vue industriel, au fer, à l'eau, au réseau routier, puisque tout s'est organisé au service de ces sites industriels, mais aussi pour toute une série d'intrants. Donc, il y a des captages d'eau de Meuse, il y a des traversées de la Meuse qui peuvent potentiellement être réexploitées. Il y a toute une série de prestataires connexes, je pense, sans faire de pub, à Air Liquide, qui sont capables d'amener de l'énergie, d'amener des intrants sur les sites, puisque ces sites sont déjà connectés à tous ces aspects. Donc, quand je vous invitais à voir la friche avec d'autres lunettes et à renverser le regard qu'on peut porter sur ces friches, voyons ce qui émerge en fait en termes de cadeaux de cette ère industrielle, parce qu'ils constituent des leviers sur lesquels appuyer des reconversions possibles. Autre facilité amenée par l'ère industrielle en milieu urbain, c'est que non seulement il fallait faire circuler les marchandises, mais il fallait aussi faire circuler et loger les travailleurs. Ça veut dire qu'une ville comme Serein, qui compte 65 000 habitants, qui en a compté peut-être même 70 000 à une époque davantage florissante,
a généré, du fait des activités économiques, une capacité d'accueil de population, donc il y a du bâti en milieu urbain à proximité de ces sites d'exploitation. Et il y a aussi toute une série de services liés à ce statut de ville rendu à ses habitants, mais plus largement aux usagers du territoire. Et donc, une friche en milieu urbain, comme c'est le cas à Seraing, est connectée à toute une série de services au profit des travailleurs, au profit des habitants. Et ça aussi, c'est un avantage non négligeable, que ce soit d'attractivité ou de consolidation de positions économiques ou d'habitat sur un territoire, c'est de se dire que ces friches sont à 3 minutes d'un hôpital. Alors, en ces conditions sanitaires, je n'appuie pas exprès sur ce point-là, mais ces friches sont aussi localisées dans un tissu urbain qui possède des écoles, des crèches, qui ont des capacités d'accueil des personnes âgées. Tout ça doit aussi peser en faveur d'un regard attentif à la reconversion des friches. Autre héritage de cette ère industrielle, elle me paraît importante, je voudrais vraiment additionner les bons points qui plaident en faveur d'un redéploiement des friches en milieu urbain, c'est que l'histoire du territoire sérésien a généré toute une série de savoir-faire. Et là, je tisse déjà un premier fil en amont de l'exposé de Joël, a permis de développer des savoir-faire manufacturiers, industriels, mais également, et c'est non négligeable, administratifs. La ville de Seraing, elle n'est pas la seule, hein, mais donc une ville qui, depuis 250 ans, gère des activités industrielles et économiques sur son territoire, en tant qu'entité administrative, elle sait ce que c'est d'un permis d'exploiter, elle sait ce que c'est d'une enquête publique, elle sait ce que c'est des risques Céveso. Donc, il y a une pratique, un savoir-faire, aussi bien dans la main-d'œuvre locale que dans la gestion administrative d'activités économiques et industrielles sur un territoire urbain comme celui de Seraing. Valérie, je me permets juste d'intervenir. Oui. On est aussi arrivé au top, mais on est en plein dans le cœur du sujet, donc je pense qu'on peut te laisser quelques minutes aussi pour D'accord. Si ça va je souffre un peu de devoir rattraper les minutes de Joël. Non, allez, non, j'ai mis en plus justement, mais voilà. Parfait. On est déjà Alors, d'autres atouts issus en fait de l'ère industrielle sur lesquels capitaliser, c'est le patrimoine exceptionnel qui est laissé un peu comme quand la mer se retire à la sortie de l'industrialisation ou de la sidérurgie sur notre territoire, des bâtiments qui ont des capacités de réappropriation formidables, qui témoignent de notre histoire. Et puis la friche, c'est aussi en l'état actuel ou en l'état à venir, une formidable opportunité pour travailler la biodiversité en milieu urbain. Les zones de la vallée sérésienne étaient extrêmement minérales. La planche de salut de la végétalisation, de la renaturation en vallée sérésienne viendra par les friches. Et ça me paraît extrêmement important aussi de le pointer. Alors les friches, les voilà. On a une stratégie de reconversion esquissée depuis le master plan et à la suite. Le Haut-Fourneau 6 davantage urbain, mais permettant l'accueil de PME, TPE, parce que c'est important aussi qu'elles trouvent place en milieu urbain. On parlait de réindustrialisation, tout de suite on voit des grosses entreprises, mais le maillage fin de PME, TPE en milieu urbain a toutes ses chances aussi de profiter de friches urbaines, tandis que le Haut-Fourneau B et la Coquerie, eux, depuis l'amorce du master plan et à la mesure qu'on a affiné les études, elles ne sont pas finalisées, ont un destin assurément économique, assurément industriel. Ces sites présentent des connexions que j'ai évoquées, présentent des grandes emprises d'un seul tenant, présentent une configuration parfois en plateaux différents qui ont un véritable intérêt pour accueillir à nouveau des zones de production. Mais pas que. Et c'est ça qui est bien quand on est face à des friches, c'est qu'on peut réindustrialiser effectivement, mais le faire avec peut-être plus d'intelligence, plus de finesse, plus de mixité que ces sites qui au départ n'étaient rien, puis sont devenus de manière très imperméable une seule et même industrie qui a tourné le dos au contexte environnemental et au contexte urbain.
Je voulais faire un petit rapide retour sur, OK, c'est bien beau votre stratégie du master plan, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des stratégies de requalification? Est-ce que c'est pertinent d'avoir des stratégies de réindustrialisation? Oui. Voilà quelques stats, vous les regarderez. Donc oui, il y a plus d'entreprises, plus d'emplois, plus d'indépendants, plus d'emplois dans le secteur de la haute technologie à Seraing depuis la mise en œuvre du master plan. Par contre, ce que j'ai envie de souligner avec vous, c'est que si l'emploi, de manière générale, croît sur le territoire sérésien, le taux de chômage ne diminue pas à due proportion. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adéquation ou pas assez d'adéquation entre les profils de qualification du territoire et les entreprises qui y existent ou qui s'y déploient. Peut-être que l'intervention de François permettra de revenir sur cet aspect des choses, mais pour nous, c'est très interpellant de se dire que la réindustrialisation, la réappropriation des friches doit davantage encore tenir compte de cette population. Donc, en guise de conclusion, quelques mots-clés, mais je voudrais peut-être insister sur deux aspects. C'est que puisqu'on a l'occasion de bien repenser, sans trop tarder d'ailleurs, l'avenir de ces friches en milieu urbain, il me paraît indispensable, et vous l'aurez compris de toute façon à l'intervention de Joël, on est tous convaincus qu'il faut viser la performance, l'autonomie énergétique et environnementale de ces sites. Ça, c'est un aspect. Et en guise de conclusion particulièrement positive, je vois dans la friche une formidable occasion de concilier ou réconcilier lieu de production, lieu de consommation, lieu de travail, lieu de vie, ou espace de travail et espace naturel. C'est une chance formidable à saisir pour que, de manière générale, je ne parle pas simplement ici du territoire de Seraing, mais c'est bien l'ambition de Seraing, c'est de réconcilier, concilier à travers ces friches qui sont sur le point d'être converties, des capacités à vivre et travailler bien, durablement en milieu urbain. Merci, merci Valérie pour cet exposé sprint, du coup. Comme tu l'as annoncé, on va terminer avec l'intervention de François et donc une incursion dans le vécu d'un industriel au cœur de Seraing, qui va pouvoir nous dire si Seraing est the place to be ou pas, sans vouloir non plus être une conférence promotionnelle de Seraing, mais en tout cas, voir un peu les atouts ou le profil de Seraing, quoi. Tu vas départager l'écran, mais François, tu peux voilà. Merci. M'entends? Oui, c'est à toi. Je te laisse le quart d'heure prévu. Eh bien, merci Aube pour la conférence. Donc, mon nom est François Mosset. J'ai démarré ma carrière serésienne il y a 16 ans, en 2004, en participant au démarrage de Retrimeuse. Retrimeuse, société coopérative en finalité sociale, pilote de Coqueril-Sambre, et dont l'objectif était la création d'emplois dans les métiers de l'environnement, plus précisément dans le démantèlement des sites industriels à l'arrêt. L'objectif est toujours d'actualité, mais nous aurions dû nuancer et plutôt écrire la création d'emplois dans la transformation des sites industriels, mais à ce moment-là, on n'y pensait pas. Retrimeuse a compté jusqu'à 80 travailleurs. En 2006, je me suis également occupé de Homme et Emploi Wallonie, dont l'objectif était pour ArcelorMittal la création d'emplois pour le sureffectif sidérurgique. C'était à l'époque de grosses restructurations, encore et toujours. Et puis en 2019, Retrimeuse a été, pour son activité environnement, a été reprise par Filbois. Et donc, j'ai intégré Filbois il y a 1 an et demi. Plus précisément, vous voyez donc l'activité Filbois, basée rue de l'Environnement à Seraing, où on recycle 20 à 30 000 tonnes de bois. Il s'agit de bois issus des entreprises, des démolisseurs, de parcs à conteneurs. Donc, le bois est trié, on enlève les éventuelles anomalies et il est broyé à différents calibres selon les filières, soit de recyclage en panneaux, soit de valorisation. Filbois a également une activité de stockage de terre qui est arrivée à son terme. Il s'agit du projet Filterre. Pour Retrimeuse, donc des activités industrielles en usine, avec l'emballage et l'expédition des bobines dans l'usine de Kessal. C'était un travail donc en pause, de jour et de nuit. Et on a également longtemps réalisé la gestion des ébauches à Chertal, donc c'est la préparation des ratés au train à large bande. Donc c'est une gestion de tôle,
destinés au second choix. Alors, Filmeuse a également des activités hors des usines. Donc, on fait des travaux d'infrastructure, rénovation de bureaux, rénovation de sites, du mécano-soudé, pose de barrières, clôture, et une grosse partie de notre activité est la déconstruction sélective des sites en maximisant le recyclage et la réutilisation. Dans ce cadre-là, on fait également du désamiantage et de l'oxycoupage, avec toujours un objectif de formation sur le terrain et de création d'emplois pour des personnes peu qualifiées. Alors, je fais un petit zoom sur l'usine de Kessal, qui a démarré sur le charbonnage de Gosson, qui était déjà actif au 19e siècle, et donc qui tourne toujours avec une ligne ultramoderne, le JVD. Donc, c'est une ligne unique au monde qui permet la galvanisation en diminuant le poids des tôles. C'est très utile pour le secteur automobile. Et j'espère que vous le voyez, la ligne passe au-dessus de la rue Bévy. Donc, on ne sait pas si c'est la route qui s'est glissée sous l'usine ou l'usine qui s'est couchée sur la route, mais c'est vraiment une particularité qui montre bien l'imbrication de la ville et de l'industrie à Seraing. Alors, concernant les atouts de Seraing pour notre activité économique, eh bien, il y a d'abord la formation du personnel. Seraing est une ville étudiante, on loue des cotes à Seraing. Il y a de nombreuses écoles dans l'enseignement classique axées sur les métiers techniques. À côté de chez nous, l'ISMI, l'école polytechnique, la haute école avec le campus 2000, il y a aussi un campus numérique. Et plus, je vais dire, en formation continue, il y a aussi une grande offre avec des formations professionnelles. Et donc, au démarrage, par exemple, de Retrimeuse, nous avons été aidés par le Forum pour recruter, construire nos formations avec comme objectif permettre à des personnes non qualifiées de trouver leur place en entreprise en quelques mois. On a donc fait un assemblage de formateurs avec Technifutur, qui est basé à Seraing, pour les formations d'oxycoupage, des BABA de la soudure. On a travaillé avec Forum Construct pour les métiers du bâtiment, avec CEPS ESM pour les brevets de manutentionnaire, avec notamment les formations de pontiers, qui sont très rares pour le pontier cabine, avec les formations en sécurité, incendie, secouriste, des centres comme ça, je pense que peu de villes wallonnes peuvent se vanter d'en avoir. Donc à Seraing, on a pu travailler avec des partenaires professionnels dont l'expérience est aussi héritée du passé industriel de la ville. Autre avantage rencontré à Seraing, c'est la disponibilité de personnel, en tout cas dans notre cas. On voit que pour Retrimeuse, 66% du personnel est domicilié à Seraing et presque 100% provient de localités très proches. Pour Filmeuse, la proportion reste importante, même si elle est moindre. Donc, 36% du personnel est domicilié à Seraing. Le travail en usine est très exigeant en qualité, en rendement et surtout en sécurité. C'est pourquoi, dans nos équipes, il y a du personnel en formation, mais pas uniquement. Dans chaque équipe, il y a des meneurs, des encadrants, et qui sont des personnes très qualifiées, parfois d'ailleurs des anciens de l'industrie. Dans notre cas, tous ces travailleurs, aussi bien équipe que l'encadrement, ont été recrutés en bonne part à Seraing, donc sur tous les profils. Autre avantage, Seraing est une ville très dynamique. Donc, Valérie l'a montré, il y a un large espace qui est dédié à l'économie dans le bas de Seraing. La ville est très bien desservie au niveau de la logistique avec la Meuse, qui est bordée de 7 km d'activité. Le train des deux côtés, dans notre cas, il y a même un quai de gare au bas de l'entreprise, des axes routiers. Et pour revenir sur la Meuse, elle propose quand même 4 plateformes du port autonome et des plateformes multimodales où la route et le train peuvent également servir. Un autre aspect très important à Seraing, c'est que Seraing est très riche d'un riche tissu d'entreprises. Donc, il y a des grosses entreprises que je vais appeler des locomotives, comme ArcelorMittal, comme John Cockerill, comme Air Liquide. Il y a des entreprises de pointe. On a vu l'usine de Kessal, le parc scientifique avec son pôle recherche,
Allo Steel Rings qui fabrique des axes en acier d'éolienne. Il y en a encore beaucoup d'autres. Et en plus, l'industrie est quand même variée, même si la sidérurgie et les métaux occupent toujours une grosse place. Il y a de la chimie avec Arista, il y a de la logistique avec Frisé. Donc, on trouve aussi le bâtiment. Il y a un pôle environnemental, rue de l'environnement, où nous sommes avec Filbois. De nombreuses PME focalisées sur l'industrie, comme Grillo, comme nous. En sécurité également, avec CEPS. Et à nouveau, ça peut sembler anodin, mais ce type de fournisseur est assez rare. Et puis, il y a une autre couche, ce sont tous les commerçants, avec des commerçants orientés industrie. J'en veux pour preuve que certains ouvrent à 7 heures du matin et ça montre bien qu'ils ciblent l'entreprise plus que le particulier. Donc, on a vraiment beaucoup de facilité. Et pour revenir sur les grosses locomotives, on ne les aime pas toujours car elles sont souvent des multinationales au pouvoir de décision éloigné et pourtant ce sont des moteurs et dans notre cas ce sont des clients extrêmement importants. Donc si beaucoup voient l'avenir en Wallonie dans les PME, l'apport des gros industriels est un moteur indispensable pour les autres entreprises. Alors un autre point très caractéristique de Seraing, c'est l'omniprésence aussi bien physique que culturelle de l'industrie. On voit la statue de John Cockerill devant la maison communale, les noms de rues, le paysage, l'organisation spatiale. Je vais dire que tout ramène à l'industrie à Seraing. Et nos projets, d'ailleurs, avaient très bien été accueillis par le Forum et par la ville, puisque, à peine arrivés, nous avions été accueillis au sein du groupement d'économie sociale serezienne avec Valérie, donc le GES. Et tout ceci me donne l'impression qu'une bonne part des Sereziens a une image positive de l'industrie, peut-être plus qu'ailleurs. Alors, les friches industrielles. Pour le moment, les friches industrielles, elles donnent à Seraing, par endroits en tout cas, une image noire assez épouvantable, sans parler du vandalisme et des vols qui sont réguliers dans les friches et donc chez leurs voisins. Donc, ces sites vides sont pénibles à regarder, je vais dire, et jusque même à une certaine fascination, puisque pour la petite histoire, on est régulièrement visité par des touristes qui veulent pénétrer au plus profond des usines éteintes. Mais, comme on l'a dit et comme c'est notre sujet aujourd'hui, la transformation en cours à Seraing est plutôt très enthousiasmante. Et d'ailleurs, nos contacts extérieurs sont épatés lorsqu'ils parcourent, par exemple, le boulevard rue Cockerill, qui montre beaucoup de dynamisme et surtout de combativité. Il me semble que cette image devrait séduire les investisseurs. Et donc, on se retrouve avec des espaces à transformer en grosse quantité, certainement plus qu'ailleurs. Dans notre cas, pour les PME, je vais dire que les friches ne nous semblent pas tellement accessibles. Par exemple, on a dû installer notre activité rue de l'environnement près de Filbois et rien qu'amener l'électricité devait nous coûter 50 à 100 000 euros, ce qui est très conséquent pour une PME, sans parler de l'eau à amener ou des réseaux de communication. Et donc, mais j'ai vu que c'était dans les projets. L'idéal serait bien sûr pour les PME de proposer des zones loties. Dans notre cas, on est installé donc dans un hall en bordure de l'ancien site du Haut-Fourneau 6 où on souhaite bien rester et développer notre activité. Alors un autre bémol sur les friches, évidemment, c'est comment concilier industrie et habitants. Les industriels craignent particulièrement les plaintes de voisinage, mais l'industrie actuelle n'est plus polluante comme avant. Il ne s'agit plus d'installer une coquerie. Et les usines actuelles, comme on voit par exemple Eurogal ou bien sûr CMI John Cockerill, sont beaucoup moins agressives que par le passé. De plus, dans notre cas, la taille très vaste des friches semble être une chance et l'opportunité de créer des zones tampons entre les zones industrielles et les zones d'habitat. Alors en conclusion, on sent bien que les pouvoirs publics auront un rôle à jouer, ils le font déjà. John Cockerill, s'il est venu à Liège pour le charbon, l'ingénierie, la logistique, il est venu aussi à la demande des Pays-Bas. Donc, c'est aussi les pouvoirs publics qui avaient donné une impulsion à l'époque. Et on peut penser que si l'industrie a amené le succès de Seraing, on peut penser que ce succès reviendra si on arrive à ramener l'industrie. Dans le cas des PME, en tout cas, dans notre cas, s'installer à Seraing était bénéfique. Et pour résumer les atouts, donc, on a trouvé un cadre dynamique en transformation, ce qui est très positif,
un tissu économique dense avec, bien sûr, de la clientèle potentielle suffisante. On a trouvé une offre de formation continue dans nos métiers, du personnel disponible et des espaces ouverts qui permettent un avenir. Enfin, donc, il semble que tant que Seraing garde son ADN, son image industrielle, elle a un avantage comme si les braises de coq étaient encore chaudes et qu'un souffle suffirait à réallumer le feu. Voilà. Merci, merci François pour ton intervention. Je pense avoir vu si elle est bien là, dans le public, Madame Stevenard de la SOGEPA. Et j'aurais bien voulu du coup lui demander son point de vue sur ces tendances ou peut-être les points d'attention à avoir en matière de réindustrialisation et les enjeux. Donc, bonjour à tous, Stéphanie Stevenard, j'ai été chargée par la SOGEPA tout dernièrement d'essayer d'opérationnaliser la mission déléguée qu'ils ont obtenue sur les sites sidérurgiques de la province de Liège. Et dans ce cadre, donc, il y a toute une réflexion qui est en cours sur le redevenir. Et je voulais justement faire le lien avec les présentations qui ont été faites et pouvoir exprimer qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes vraiment à un carrefour et ça a été exprimé par les différents orateurs de différentes manières, mais on voit bien qu'il y a une nouvelle manière d'urbaniser et d'occuper le territoire avec le stop béton qui va empêcher de conquérir de nouveaux espaces et qui va nécessiter de recycler l'ancien bâti. Il y a des nouvelles approches environnementales, celles-là ont été peut-être un petit peu moins évoquées, mais il y a des nouvelles manières de se réapproprier des sites pollués. Il y a, ça a été beaucoup évoqué, des nouvelles formes d'industrialisation et de production qui sont probablement moins impactantes pour l'environnement et qui peuvent à ce titre se développer plus proche des quartiers d'habitat. Il y a également des nouvelles manières de voir cohabiter toutes ces fonctions et toutes ces différentes activités au sein d'un environnement assez proche. Il y a de nouvelles manières, il y a des nouvelles mobilités. Il y a, je pense, aussi des expériences tirées de ces quelques mois de vie confrontés au Covid, où les gens qui habitent dans un environnement, dans des appartements et tout ça, ont besoin de pouvoir aller s'aérer et de pouvoir avoir accès de manière assez proche à des espaces ouverts. Il y a la conscience du besoin de favoriser la biodiversité partout où c'est possible et en tout cas de prévoir un chapelet de zones qui va permettre à cette biodiversité de se développer de manière harmonieuse. Il y a des nouvelles manières de travailler, de se déplacer qui changent un petit peu la manière dont on conçoit l'aménagement du territoire. Il y a des nouvelles manières d'appréhender les gisements de matières premières avec le développement de l'économie circulaire, la complémentarité des écosystèmes. On fait beaucoup plus attention à attirer des industriels complémentaires qui vont pouvoir créer des liens forts. Il y a une forte envie de valoriser les compétences, la formation, les expertises qui existent au sein des bassins avant qu'elles ne soient perdues. Et enfin, il y a la volonté de profiter du dynamisme en cours pour rebondir dessus et pouvoir s'en nourrir. Merci Madame Stevenard pour votre intervention. Je ne sais pas.